Je refusai de payer pour la croisière à 50 000 € de ma belle-fille. Elle me gifla et hurla. « Alors trouve un autre endroit où vivre. » Mon fils hocha la tête. « Je vais te presser jusqu'au dernier centime. » Je suis parti sans destination. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé au port, à regarder des navires de croisière qui représentaient tout ce que je ne pourrais jamais me permettre. C'est là que je l'ai vu, un visage que je n'avais pas vu depuis 40 ans. Il m'a reconnu immédiatement. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez, pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire est parvenue. Les mots sortirent doucement de ma bouche, mais ils auraient tout aussi bien pu être une bombe, explosant dans le salon de mon fils Adrien. Je refuse de payer 50 000 € pour votre croisière, Léa. J'observais le visage de ma belle-fille se tordre en une grimace hideuse. Ses doigts, parfaitement manucurés, agrippèrent la brochure glacée de la croisière si fort qu'elle se froissa entre ses ongles à la French manucure. « Pardon ?» La voix de Léa était glaciale. Ce ton qu'elle utilisait quand elle voulait rabaisser quelqu'un. Je l'avais entendu d'innombrables fois au cours des 5 dernières années, depuis qu'elle avait épousé mon fils. Je redressais les épaules, essayant de trouver une force que je n'étais pas sûre de posséder encore. À 62 ans, j'avais passé des décennies à être la personne fiable, la personne stable, celle qui se sacrifiait. Mais quelque chose en moi avait finalement cédé. « Tu m'as bien entendu. Je ne paierai pas pour votre croisière d'anniversaire. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Adrien restait figé sur le canapé entre nous. Ses yeux allant et venant, comme s'il regardait un match de tennis. Mais je savais quel camp il choisirait. Il choisissait toujours Léa. « Hélène, » dit Léa en se levant lentement, sa silhouette d'1,75 m me dominant alors que je restais assise. « Je crois que vous avez mal compris. Ce n'est pas une demande. » Mon cœur se mit à battre la chamade, mais je gardai ma voix stable. « J'ai parfaitement compris, et la réponse est non. » C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Le son de sa paume heurtant ma joue résonna dans la pièce comme un coup de feu. La douleur fut immédiate, irradiant sur mon visage et descendant dans mon cou. Je touchai ma joue, sentant la chaleur se propager sous ma peau. « Alors trouve un autre endroit où vivre !» hurla Léa, son masque de composition parfaite glissant enfin. J'en ai marre de soutenir une vieille femme égoïste qui ne peut même pas aider sa propre famille. Je regardais Adrien, attendant qu'il me défende, qu'il dise à sa femme qu'elle avait dépassé les bornes. Au lieu de ça, il hocha lentement la tête, évitant mes yeux. « Maman, » dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Peut-être qu'il est temps que tu trouves ton propre logement. Léa a raison. Nous te soutenons financièrement, aimant depuis trop longtemps. » La trahison me frappa plus fort que la gifle. Adrien était mon unique enfant. Le bébé que j'avais élevé seul après que son père nous eut abandonnés quand il avait 3 ans. J'avais fait des gardes doubles à l'hôpital en tant qu'infirmière. J'avais tout sacrifié pour lui donner les opportunités que je n'avais jamais eues. Et c'était ainsi qu'il me remerciait. « Je paie un loyer ici depuis 2 ans, » dis-je, ma voix tremblant malgré mes efforts pour rester calme. « J'ai aidé pour les courses, les factures, même pour la compte de votre voiture. » Léa éclata de rire, un son sec et cruel. « Aider ? Tu veux dire les maigres 800 € par mois que tu contribues ? Adrien gagne un salaire à 6 chiffres, Hélène. Ta petite contribution n'est rien. Alors pourquoi avez-vous besoin de mes 50 000 € pour une croisière ? Demandai-je. Adrien me regarda enfin, et je vis quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Du ressentiment. Parce que... Nous le méritons, maman. Léa et moi travaillons dur. Nous avons mérité des vacances de luxe. Avec mon argent. De l'argent que tu ne fais que thésauriser de toute façon, lança Léa.
Pourquoi l'économises-tu? Tu as 62 ans, pas de vie, pas d'amis, rien. Au moins, laisse ta famille en profiter. Les mots me blessèrent profondément parce qu'une partie d'entre eux était vraie. Je m'étais isolée au fil des ans, surtout après avoir emménagé avec eux. Léa m'avait lentement mais systématiquement éloignée de mes quelques amis, trouvant toujours des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas assister à des rassemblements ou pourquoi les gens ne pouvaient pas me rendre visite. Je l'économise pour les urgences, dis-je faiblement. Eh bien, ceci est une urgence, dit Adrien en se levant et en croisant les bras. Notre mariage a besoin de ce voyage, maman. Et si tu ne peux pas soutenir ça, alors peut-être que tu dois réévaluer ce que la famille signifie pour toi. Je fixais mon fil. Est-ce cet homme que je reconnaissais à peine? Quand était-il devenu si froid? Quand avait-il commencé à me parler comme si j'étais un fardeau au lieu de sa mère? Je vois, murmurai-je, ramassant mon sac à main et me levant sur des jambes tremblantes. Je vais faire mes valises. Bien, dit Léa en se rasseyant sur le canapé avec un sourire satisfait. Et ne pense pas que tu peux nous faire culpabiliser pour nous faire changer d'avis. Adrien est entièrement d'accord avec moi. Alors que je me dirigeais vers les escaliers pour faire mes bagages, j'entendis la voix d'Adrien derrière moi. « Maman, attends un instant. » L'espoir papillonna dans ma poitrine. Peut-être qu'il allait enfin prendre ma défense. « Je vais avoir besoin de chaque centime de ta part. C'est 50 000 € plus tout ce que tu as d'autre de côté. Considère ça comme une compensation pour tout ce que Léa et moi avons fourni au fil des ans. » L'espoir mourut instantanément, remplacé par un engourdissement froid qui se propagea dans tout mon corps. Je ne me sentais pas capable de parler, alors je continuais simplement à monter les escaliers vers la petite chambre qui avait été ma maison pendant 2 ans. Il ne me fallut pas longtemps pour faire mes bagages. Quand on vous fait sentir comme un invité dans votre propre famille, on n'accumule pas grand-chose. 2 valises et une boîte d'albums photos. C'était la somme totale de ma vie. Alors que je descendais mes bagages, j'entendais Léa au téléphone dans la cuisine, sa voix animée et heureuse. « Oui, maman. Elle a finalement accepté de déménager. Je sais, je suis tellement soulagée. Adrien et moi pouvons enfin récupérer notre maison. » Je m'arrêtais au bas des escaliers, l'écoutant me dépeindre comme la méchante de son histoire. Selon Léa, j'avais gracieusement décidé de leur laisser leur espace et j'avais même offert de les aider à payer leur croisière d'anniversaire en cadeau de départ. Adrien était introuvable quand j'atteignis la porte d'entrée. Probablement caché dans son bureau. Trop lâche pour affronter ce qu'il avait fait. Je posai mes sacs et jetai un dernier regard autour de la maison où j'avais pensé trouver un endroit où appartenir. L'ironie ne m'échappa pas. Cette maison, avec ses comptoirs en granit et ses parquets en bois dur, avait été achetée avec mon aide. Quand Adrien et Léa s'étaient mariés, je leur avais donné 20 000 € de mes économies en cadeau de mariage. De l'argent que j'avais gagné en faisant des gardes doubles et en économisant chaque centime pendant 30 ans. Je ramassai mes sacs et sortis dans l'air frais du soir. Ma voiture, une vieille Renault de 15 ans qui avait connu des jours meilleurs, était garée dans l'allée comme une vieille amie fidèle. Au moins, elle était à moi, payée avec mon propre argent. Alors que je chargeais mes affaires dans le coffre, je réalisais que je n'avais nulle part où aller. Pas de famille qui m'accueillerait. Pas d'amis proches à appeler. Les quelques personnes dont j'avais été proche s'étaient éloignées au fil des ans ou avaient été repoussées par les manipulations subtiles de Léa. Je m'assis sur le siège conducteur pendant un long moment, mes mains tremblant alors que je serrais le volant. À 62 ans, j'étais sans abri, essentiellement seule au monde, avec rien d'autre que ma voiture et l'argent qu'il me restait sur mon compte d'épargne. Les larmes vinrent alors, chaudes et amères, coulant sur mon visage, alors que la réalité de ma situation me frappait.
Mon propre fils avait choisi la cupidité de sa femme plutôt que le bien-être de sa mère. L'enfant pour lequel j'avais tout sacrifié m'avait jeté comme un déchet. J'ai démarré la voiture et j'ai conduit sans but à travers la banlieue. Passé des maisons remplies de familles qui s'aimaient probablement. Passé l'hôpital où j'avais travaillé pendant 30 ans avant de prendre ma retraite. Passé une vie qui semblait soudain appartenir à quelqu'un d'autre. À la tombée de la nuit, je me suis retrouvée sur le parking d'un bistrot ouvert 24 heures sur 24, regardant mon reflet dans le rétroviseur. Ma joue gauche était encore rouge de la gifle de Léa, et mes yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une vieille femme rejetée sans nulle part où aller. Mais quelque part, au fond de moi, sous la douleur et l'humiliation, autre chose s'agitait. Cela semblait étranger au début, cette minuscule étincelle de quelque chose qui aurait pu être de la colère. Ou peut-être était-ce simplement le début de la compréhension que je méritais mieux que ça. J'ai sorti mon téléphone et vérifié mon solde bancaire. 87 000 €. Pas une fortune, mais plus que ce que Léa pensait que j'avais. De l'argent que j'avais économisé centime par centime, en faisant des métiers qui ont détruit mon dos et vieilli mes mains. Toujours en pensant que je construisais quelque chose pour l'avenir de ma famille. Maintenant, je réalisais la vérité. Je n'avais rien construit pour eux. J'avais construit une prison pour moi-même, une prison faite de culpabilité et d'obligation, et du besoin désespéré d'être aimé par des gens qui ne me voyaient que comme une source d'argent. La question était, qu'allais-je faire à ce sujet? J'ai passé 3 jours à vivre dans ma voiture, me déplaçant de parking en parking, essayant de trouver quoi faire ensuite. Les nuits étaient les pires. Recroquevillé sur la banquette arrière, écoutant chaque son, sursautant à chaque ombre. Pendant la journée, je conduisais sans but, m'arrêtant parfois dans des brasseries pour un café et un repas bon marché, essayant de faire durer mon argent. Le 4e matin, je me suis réveillée avec le dos endolori et l'esprit décidé. Je ne pouvais pas vivre comme ça. J'avais besoin d'un plan, d'un endroit où aller, de quelque chose à faire avec les années qu'il me restait. Je me suis souvenue d'une conversation que j'avais eue des années auparavant avec une ancienne collègue qui avait déménagé à La Rochelle après sa retraite. Elle avait mentionné des appartements abordables pour seniors près du port. Ce n'était pas un grand plan, mais c'était quelque chose. J'ai entré La Rochelle dans mon GPS et j'ai commencé à conduire. 6 heures plus tard, je suis arrivée, épuisée, mais déterminée. Le port s'étendait devant moi, des bateaux de toute taille se balançant doucement sur l'eau. Je me suis garée et j'ai marché le long de la marina, respirant l'air salin. Pour la première fois depuis des jours, je ressentis un sentiment de possibilité. J'ai trouvé un petit café avec le Wi-Fi gratuit et j'ai commencé à chercher des appartements. Les prix m'ont fait déchanter. Même les plus petits studios étaient plus chers que ce à quoi je m'attendais. Mes économies ne dureraient très pas longtemps si je devais payer ces tarifs. Alors que je faisais défiler les annonces, un souvenir a refait surface. Quelque chose à propos d'un travail d'été que j'avais eu quand j'avais 22 ans, juste avant de rencontrer le père d'Adrien. J'avais travaillé pour une entreprise de fourniture maritime, gérant les stocks et traitant les commandes. C'était un bon travail que j'avais apprécié et il y avait eu quelqu'un. J'ai cherché Garnier Maritime sur mon téléphone, me demandant si l'entreprise existait toujours. À ma grande surprise, c'était le cas. Et elle était devenue Garnier Maritime, une ligne de croisière prospère avec une flotte de navires de luxe. Leur siège social était ici même, à La Rochelle, et le PDG était Jacques Garnier. Mon cœur a sauté un battement alors que je regardais sa photo sur le site web de l'entreprise. Même après 40 ans, j'aurais reconnu ce visage n'importe où. Jacques Garnier, mon premier amour, l'homme que j'avais pensé épouser
avant que la vie ne se complique et ne nous sépare. Nous nous étions rencontrés cet été-là à l'entreprise de fourniture maritime où nous travaillions tous les deux. Il était passionné par les navires et la mer, déterminé à construire sa propre flotte un jour. J'économisais pour l'école d'infirmière, pratique et concentrée. Nous étions tombés amoureux quand même, passant les soirées à nous promener le long du port, planifiant des avenirs qui semblaient parfaitement alignés. Puis, j'étais tombée enceinte d'Adrien, et Jacques s'était vu offrir un poste sur un cargo, son premier vrai pas vers ses rêves. Nous avions essayé de faire en sorte que ça marche, mais le timing était mauvais. Il était parti en mer, et j'avais épousé le père d'Adrien, une décision que j'avais regrettée en moins d'1 an. Maintenant, voici Jacques qui me regardait depuis l'écran de mon téléphone, réussi et accompli, exactement comme il avait toujours dit qu'il le serait. Pendant que j'étais sans abri, dormant dans ma voiture, rejeté par l'enfant même qui avait changé le cours de ma vie. L'ironie ne m'échappa pas. Je suis restée assise dans ce café pendant des heures, lisant tout ce que je pouvais trouver sur Garnier Maritime et Jacques Garnier. L'entreprise avait commencé modestement, un seul cargo que Jacques avait réussi à acquérir dans la trentaine. Au fil des décennies, elle était devenue une ligne de croisière respectable, pas aussi grande que les principaux acteurs, mais connue pour son service exceptionnel et ses itinéraires uniques. Jacques lui-même était une sorte de célébrité locale du monde des affaires. Veuf depuis 10 ans, sans enfant, actif dans des œuvres caritatives locales. Il y avait des photos de lui à divers événements, toujours dans son uniforme de capitaine, les cheveux argentés captant la lumière, ce même sourire qui avait autrefois fait battre mon cœur de 22 ans. Au moment où j'ai quitté le café, j'avais un plan. C'était risqué, peut-être même insensé, mais c'était mieux que de passer une autre nuit dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à un petit hôtel sans prétention près du port, utilisé une partie de mes précieuses économies pour réserver une chambre pour 2 nuits et pris la première vraie douche que j'avais eue depuis des jours. En me regardant, nez dans le miroir embué après, j'ai à peine reconnu la femme qui me faisait face. Des mèches grises dans mes cheveux autrefois bruns, des rides partant des coins de mes yeux, et une lassitude s'était installée sur mes traits qui n'étaient pas là avant. Mais sous tout cela, il y avait encore une étincelle de la jeune femme qui avait autrefois travaillé aux côtés de Jacques Garnier, rêvant d'un avenir rempli de possibilités. Je devais juste la retrouver. Le lendemain matin, j'ai mis la meilleure tenue que j'avais emportée. Un pantalon noir, un chemisier bleu qui faisait ressortir mes yeux, et un gilet qui cachait le pire des plis. Je me suis coiffée, j'ai appliqué un maquillage léger, et j'ai pratiqué mon sourire dans le miroir, jusqu'à ce qu'il paraisse presque naturel. Puis, j'ai conduit jusqu'au siège de Garnier Maritime, un bâtiment moderne surplombant le port avec de grandes fenêtres qui reflétaient l'eau. Je suis restée assise dans ma voiture pendant 20 minutes à essayer de rassembler mon courage. Qu'est-ce que je faisais? Jacques ne se souviendrait probablement même pas de moi. Et s'il le faisait, pourquoi se soucierait-il de mes problèmes? Mais je n'avais nulle part où aller, et la fierté était un luxe que je ne pouvais pas me permettre pour le moment. Je suis entrée dans le hall, le cœur battant si fort que j'étais sûre que la réceptionniste pouvait l'entendre. La jeune femme leva les yeux avec un sourire de circonstance. « Bienvenue chez Garnier Maritime. Comment puis-je vous aider ?» J'ai pris une profonde inspiration. « J'aimerais voir Jacques Garnier, s'il vous plaît. » Son sourire ne vacilla pas, mais ses yeux me dirent tout ce que j'avais besoin de savoir. « Les gens n'entreront pas comme ça pour demander à voir le PDG. »« Avez-vous un rendez-vous » demanda-t-elle poliment. « Non, mais nous sommes de vieux amis. Je m'appelle Hélène Dubois. Nous avons travaillé ensemble chez Fourniture Maritime de la Côte au début des années 80. »
Je pouvais la voir, calculer si cela était possible étant donné mon âge par rapport à celui de son patron. « Laissez-moi voir si Monsieur Garnier est disponible. Veuillez vous asseoir. » Je m'assis sur l'un des fauteuils du hall, la regardant passer un appel, parlant trop bas pour que je puisse entendre. Après un moment, elle leva les yeux vers moi avec surprise. « Monsieur Garnier va vous recevoir. 18e étage. L'ascenseur est à votre droite. » Mon cœur faillit s'arrêter. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça marche. Le trajet en ascenseur me donna juste assez de temps pour paniquer. Qu'allais-je dire? Comment allais-je expliquer ma présence après 40 ans? Essentiellement sans abri et désespéré, mais avant que je puisse formuler un plan, les portes s'ouvrirent directement sur un bureau spacieux avec des baies vitrées donnant sur le port. Et il était là. Jacques Garnier se tenait derrière un grand bureau, ressemblant exactement à ses photos, mais en quelque sorte plus réel. Les années avaient été si lémantes avec lui. Ses cheveux étaient devenus complètement argentés, et il y avait des rides autour de ses yeux qui parlaient d'années passées à plisser les yeux sous le soleil de l'océan. Mais il était toujours grand et mince, avec la même intensité dans ses yeux bleus. « Hélène Pâtissier, » dit-il, puis il se corrigea. « Non, c'est Dubois maintenant, n'est-ce pas? » « Vous vous souvenez de moi? » dis-je, incapable de cacher la surprise dans ma voix. Il sourit, ce même sourire qui avait été autrefois le centre de mon monde. Je n'ai jamais été douée pour oublier les choses importantes. La simple déclaration faillit me briser. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un m'avait fait me sentir importante? « Veuillez vous asseoir, » dit-il en désignant un fauteuil confortable en face de son bureau. « Puis-je vous offrir quelque chose? Un café? De l'eau? » « De l'eau serait bien, » dis-je, soudainement consciente de la sécheresse de ma bouche. Il versa 2 verres d'une carafe sur une table d'appoint, m'en tendit un et s'assit, non pas derrière son bureau, mais dans le fauteuil à côté du mien. Le geste ne m'échappa pas. Il choisissait de me rencontrer d'égal à égal, non pas depuis une position de pouvoir. « Alors, » dit-il après que j'eus pris une gorgée, « qu'est-ce qui vous amène dans mon port, Hélène Dubois? » J'avais répété diverses explications dans ma tête, allant de demi-vérités à des fabrications pures et simples qui pourraient préserver ma dignité. Mais en regardant dans les yeux de Jacques, je découvris que je ne pouvais pas mentir. « Mon fils et sa femme m'ont mise à la porte, » dis-je simplement. « Je vis dans ma voiture depuis 3 jours. Je m'attendais à de la pitié, peut-être même à un malaise. Au lieu de cela, l'expression de Jacques s'assombrit d'une colère sincère. « Raconte-moi tout, » dit-il. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé d'élever Adrien seul après le départ de son père, de mes multiples emplois d'infirmière pour nous soutenir, de mon emménagement chez eux, il y a 2 ans après ma retraite. Je lui ai parlé de la demande de Léa pour l'argent de la croisière, de la gifle, de la trahison d'Adrien, des 3 nuits dans ma voiture. Jacques écouta sans m'interrompre, son expression s'assombrissant au fur et à mesure que l'histoire progressait. Quand j'eus fini, il posa son verre d'eau et se pencha en avant. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris, » dit-il, sa voix soigneusement contrôlée. « Votre fils et sa femme vous ont demandé 50 000 € pour une croisière de luxe, et quand vous avez refusé, ils vous ont mise à la porte. Ça a l'air pire quand vous le dites comme ça. Ça a l'air exactement aussi grave que ça l'est, Hélène. C'est de l'abus de faiblesse. » Les mots me frappèrent comme un coup physique. Ce n'est pas... Je veux dire, ils vous ont exploité financièrement, puis vous ont rendu sans abri quand vous avez cessé de vous plier à leur volonté. C'est un cas d'école d'abus de faiblesse. Jacques se leva et se mit à faire les 100 pas. Son mouvement me rappela comment il avait l'habitude de marcher le long du port quand il réfléchissait à un problème,
toutes ces années auparavant. Combien d'argent leur avez-vous donné au fil des ans? J'y réfléchis. Les 20 000 € pour leur mariage, l'aide pour la compte de la maison, c'était encore 15 000 €, le loyer mensuel, les factures, les courses, probablement 60 000 € au cours des 2 dernières années. Près de 100 000 €, dit Jacques doucement. Mon Dieu, Hélène. Je voulais aider. Adrien est mon fils. Et vous êtes sa mère. Ça marche dans les deux sens. Jacques arrêta de faire les 100 pas et me regarda. Qu'allez-vous faire maintenant? Je ne sais pas. Trouver un appartement bon marché quelque part, je suppose. Peut-être trouver un travail, bien qu'à mon âge. Je haussai les épaules, impuissante. Jacques resta silencieux un long moment, regardant le port. Puis il se tourna vers moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Et si je vous disais qu'il y a une autre option? Que voulez-vous dire? Il se rassit, se penchant en avant avec les coudes sur les genoux. Hélène, je ne suis pas seulement le PDG de cette entreprise. Je l'ai construite à partir de rien, et je sais reconnaître le talent quand je le vois. J'ai failli rire. Jacques, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais je ne connais rien aux navires de croisière ou au commerce maritime. Mais vous connaissez les gens? Vous connaissez le service client? Vous avez été infirmière pendant 30 ans? Vous savez comment prendre soin des autres dans des circonstances difficiles? Je le fixais, essayant de comprendre où il voulait en venir. Nous développons notre département des services à la clientèle, continua-t-il. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend ce que signifie faire en sorte que les gens se sentent bienvenus, valorisés, appréciés. Quelqu'un qui sait ce que c'est quand les personnes qui devraient se soucier de vous ne le font pas. Vous m'offrez un travail? Demandai-je, incrédule. Je vous offre une opportunité. Responsable des services à la clientèle pour notre navire amiral, l'Étoile des Mers. Cela vient avec une cabine à bord pendant les croisières et un appartement de fonction ici à La Rochelle entre les voyages. L'offre était si inattendue, si généreuse, que je ne pouvais pas la traiter au début. Jacques, je ne peux pas. Je veux dire, que sais-je de la gestion d'un département de navires de croisière? Plus que vous ne le pensez? Et vous auriez le meilleur professeur du secteur? Il sourit. Moi. Je sentis quelque chose s'agiter dans ma poitrine. Un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis des années. De l'espoir, peut-être, ou de la possibilité. Pourquoi? Demandai-je. Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Jacques resta silencieux un moment, les yeux lointains. Vous souvenez-vous de la dernière fois que nous nous sommes vus? La nuit avant votre départ pour Lyon. Je m'en souvenais. J'étais tombée enceinte et tout avait changé. Jacques s'était vu offrir son premier poste d'officier subalterne sur un cargo. Nous savions tous les deux que nous étions tirés dans des directions différentes. Mais nous avions été trop jeunes pour nous battre pour ce que nous avions. J'aurais dû vous demander de rester cette nuit-là, dit-il doucement. J'aurais dû trouver un moyen de faire en sorte que ça marche. Au lieu de cela, je vous ai laissé partir. Et c'est l'un de mes plus grands regrets. Mon souffle se coupa. Jacques. Je ne dis pas cela pour vous mettre la pression ou parce que j'attends quoi que ce soit de romantique. Continua-t-il rapidement. Je le dis parce que je n'ai jamais cessé de me demander ce qui vous était arrivé, Hélène. Et si je peux vous donner une chance de recommencer, de construire quelque chose de significatif après ce qu'ils vous ont fait, alors peut-être que je pourrais rattraper une partie de ce temps perdu. Je m'assis avec mon verre d'eau dans les mains tremblantes. Dehors, le port bourdonnait d'activité. Des gens vaquant à leurs occupations, poursuivant leurs rêves, construisant leur avenir. Pendant si longtemps, j'avais eu l'impression de simplement exister, de servir les rêves de tout le monde, pendant que les miens se fanaient. Je ne connais rien aux opportunités d'affaires.
dis-je lentement. Alors c'est une bonne chose que vous ayez un excellent professeur, sourit Jacques. Qu'en dites-vous, Hélène? Prête à naviguer loin de tout ça et à commencer une nouvelle aventure? Je regardais autour de son bureau élégant, pensais à ma voiture sur le parking avec tout ce que je possédais entassé dans 2 valises. Puis, je pensais à Adrien et Léa, probablement déjà en train de réserver leur croisière avec l'argent qu'ils s'attendaient à m'extorquer. Peut-être était-il temps d'arrêter d'être la victime de ma propre histoire. Oui, dis-je, me surprenant par la certitude de ma voix. Oui, je crois que je le suis. Je n'aurais pas pu savoir alors à quel point ce simple oui changerait tout, ou que 6 semaines plus tard, je me retrouverais sur le pont de l'Étoile des Mers à regarder mon fils et ma belle-fille embarqués sur le navire même où j'étais désormais seconde aux commandes. Mais cette partie de mon histoire était encore à venir. D'abord, je devais apprendre à naviguer dans ces nouvelles eaux. Comment me reconstruire à partir de la femme brisée, dormant dans sa voiture, pour devenir quelqu'un qui pouvait se tenir debout, quelqu'un qui méritait le respect. Et j'étais sur le point de découvrir que même à 62 ans, il n'était pas trop tard pour devenir cette femme. Je vais continuer avec la deuxième partie de votre histoire, en maintenant le même style narratif captivant et les mêmes éléments structurels. Les 6 semaines suivantes passèrent comme un tourbillon. Jacques ne plaisantait pas quand il disait que j'aurais le meilleur professeur du secteur. Chaque matin, j'arrivais au bureau de Garnier Maritime, un bâtiment étincelant surplombant le port, et je me plongeais dans l'apprentissage de tout ce qui concernait l'industrie de la croisière. C'était écrasant au début. Protocole des services à la clientèle, réglementation de sécurité, gestion du personnel, relations avec les fournisseurs, opérations de restauration. Ma tête tournait avec les informations, mais peu à peu, les pièces ont commencé à s'emboîter. « Vous êtes une naturelle pour ça ?» dit Jacques un après-midi, alors que nous examinions les enquêtes de satisfaction des clients du trimestre précédent. Nous étions dans son bureau, des papiers étalés sur une table de conférence qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un an. « J'applique juste du bon sens, » répondis-je, bien que je sentisse une bouffée de fierté à ces mots. Les gens veulent se sentir valorisés. Ils veulent que leurs problèmes soient résolus, ni rapidement, et que leurs bons moments soient améliorés. Ce n'est pas sorcier. Vous seriez surprise du nombre de personnes dans ce secteur qui l'oublient, dit Jacques avec un sourire. Ils se laissent prendre par les marges bénéficiaires et les mesures d'efficacité et oublient que notre métier est de créer des souvenirs. Je logeais dans un appartement de fonction près des bureaux, un magnifique 2 pièces avec vue sur l'eau. C'était temporaire, m'assura Jacques, juste le temps que je décide où je voulais vivre en permanence. La liberté de faire ce choix me semblait encore surréaliste. Un soir, après une séance de formation particulièrement longue, Jacques m'invita à dîner dans un petit restaurant italien près du port. Le soleil se couchait, jetant une lueur dorée sur l'eau alors que nous étions assis à une table près de la fenêtre. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-il après que nous ayons commandé. « Et je veux que vous sachiez que vous pouvez dire non sans que cela n'ait d'impact sur votre poste. » Mon cœur sauta un battement. Quel genre de proposition? Garnier Maritimes est en pleine croissance. Nous ajoutons 2 nouveaux navires l'année prochaine. Et j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour superviser les services à la clientèle sur toute la flotte. Je le fixais. Jacques, j'ai à peine appris à gérer un département sur un seul navire. Et vous l'avez fait brillamment. L'équipage vous respecte. Les scores de satisfaction des clients sont en hausse. Et vous avez déjà mis en place 3 nouveaux programmes qui ont augmenté les dépenses à bord. C'était juste du bon sens. C'était du sens des affaires, interrompit-il doucement. Vous avez l'instinct pour ça, Hélène?
Vous comprenez ce qui fait que les gens se sentent spéciaux. Je pris une gorgée de vin, considérant ces paroles. Que proposez-vous exactement? Je veux que vous deveniez notre vice-présidente des services à la clientèle. Le poste s'accompagne d'une augmentation de salaire significative, d'un logement plus permanent et, il hésita brièvement, d'une petite participation dans l'entreprise. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Une participation, Jacques, c'est de la folie. Je suis ici depuis 6 semaines. Et en ces 6 semaines, vous avez prouvé votre valeur. Mais plus important encore, vous m'avez rappelé ce que cette entreprise était censée être à l'origine. Créer des expériences exceptionnelles, pas seulement gérer des navires. Il tendit la main à travers la table et prit la mienne. Le geste était si naturel, si confortable. Mon cœur se serra pour toutes les années que nous avions perdues. Il y a un autre aspect à cela, continua-t-il. La participation nécessiterait un investissement de votre part. 50 000 €. Le chiffre me frappa comme un coup physique. 50 000 €, le montant exact que Léa et Adrien avaient exigé pour leur croisière. C'est la plus grande partie de mes économies, dis-je doucement. Je sais, et si vous ne voulez pas prendre le risque, je comprends tout à fait. L'offre d'emploi tient toujours, quoi qu'il arrive. Je regardai nos mains jointes, puis le visage de Jacques. La sincérité dans ses yeux était indéniable. Pourquoi faites-vous vraiment cela, Jacques? Est-ce par culpabilité pour ce qui s'est passé il y a 40 ans? Par pitié pour la vieille femme sans abri qui s'est présentée dans votre bureau? Son expression s'adoucit. Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit le jour où nous nous sommes rencontrés chez Fournitures Maritimes de la Côte? J'avais fait tomber une boîte entière de fiches d'inventaire et vous m'aviez aidé à les ramasser. Je secouai la tête. Le souvenir était trop lointain. Vous avez dit que parfois, les plus grandes catastrophes mènent aux meilleures opportunités. Et vous aviez raison. Il serra ma main. Il ne s'agit pas de culpabilité ou de pitié, Hélène. Il s'agit de reconnaître une opportunité quand j'en vois une. Pour nous deux. Une chaleur se propagea en moi qui n'avait rien à voir avec le vin. Pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un me voyait non pas comme une mère, non pas comme une infirmière, non pas comme une source d'argent commode, mais comme une femme de valeur et de potentiel. J'aurais besoin de temps pour y réfléchir, dis-je. Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais même en prononçant ces mots, je savais quelle serait ma réponse. L'argent que j'avais économisé, l'argent qu'Adrien et Léa avaient essayé de prendre, était destiné à la sécurité, à un avenir où je ne serais un fardeau pour personne. Quelle meilleure sécurité pourrait-il y avoir que d'investir en moi-même, dans un avenir que je construisais de mes propres mains? 3 jours plus tard, je signai les papiers qui faisaient de moi une propriétaire à 25% de Garnier Maritime, avec pleine autorité sur les opérations des services à la clientèle. Mon investissement était les 50 000 € que j'avais refusé et donné à Léa et Adrien, de l'argent qui travaillait maintenant pour moi au lieu de financer le luxe de quelqu'un d'autre. « Êtes-vous sûr de cela ?» avais-je demandé à Jacques alors que nous étions assis dans le bureau de l'avocat. « Le plus grand risque que j'ai jamais pris a été de vous laisser partir il y a 40 ans, avait-il répondu. Je ne ferai pas cette erreur 2 fois. La tension romantique entre nous était impossible à ignorer, mais nous prenions tous les deux les choses lentement. Nous dînions ensemble la plupart des soirs, parfois dans de bons restaurants, parfois juste des plats à emporter dans son appartement. Nous parlions pendant des heures du passé, de l'entreprise, de tout, sauf de ce qui grandissait entre nous. J'étais différente maintenant. Je le sentais dans la façon dont je me tenais, dans la confiance qui s'insinuait dans ma voix lors des réunions d'affaires. Pour la première fois depuis des décennies, je ne m'excusais pas de prendre de la place. Je n'étais pas là, hyper reconnaissante pour des miettes d'attention. Je contribuais à quelque chose de précieux,
et les gens me respectaient pour cela. La transformation n'était pas seulement interne. Jacques avait insisté pour que je mette à jour ma garde-robe pour mon nouveau rôle, et faire du shopping pour des tenues professionnelles avait été une révélation. J'avais passé tant d'années à acheter ce qui était le moins cher, ce qui durerait le plus longtemps, que j'avais oublié ce que c'était que de choisir des vêtements qui me mettaient vraiment en valeur. Maintenant, j'avais des blazers ajustés, des robes élégantes, des chaussures qui me donnaient l'impression d'être puissante plutôt que pratique. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais une femme d'affaires, pas une mère rejetée vivant de la charité. Mon téléphone était étrangement silencieux depuis que j'avais quitté la maison d'Adrien. Pas d'appel, pas de texto, pas de tentative de prendre de mes nouvelles. Le silence en disait long sur ce qu'il pensait vraiment de moi. J'étais hors de vue et hors de l'esprit, exactement comme il l'avait voulu. Mais je savais que cela ne durerait pas éternellement. L'appel est arrivé un mardi après-midi, alors que je passais en revue les plannings du personnel pour notre flotte des Caraïbes. Le nom d'Adrien est apparu sur mon téléphone et je l'ai fixé un long moment avant de répondre. « Allô, Adrien. »« Maman. » Sa voix semblait tendue. « Où diable es-tu? » ?»« Ça fait des semaines que j'essaie de te trouver. » Je souris au mensonge. Mon téléphone ne montrait aucun appel manqué, aucun message texte. Je suis exactement là où tu m'as dit d'être, en train de vivre ma propre vie. Écoute, à propos de cette nuit-là, Léa se sent mal de la façon dont les choses se sont passées. Nous deux, en fait. Pourquoi ne reviens-tu pas à la maison pour qu'on puisse en parler comme des adultes? J'ai failli rire. Revenir à la maison? Vous avez été très clair sur le fait que je n'ai pas de maison avec vous. Ne sois pas dramatique, maman. Tu sais qu'on ne le pensait pas comme ça. On était juste stressés par l'argent et... Et vous avez décidé que votre stress était de ma responsabilité. Je gardais ma voix égale. Professionnelle. De quoi as-tu besoin, Adrien? Il y eut une pause. Nous avons besoin... Écoute, nous avons des problèmes de trésorerie. Quel genre de problème? Une autre pause. Léa a fait un investissement qui n'a pas tourné comme prévu. Quel investissement? Elle a pris de l'argent de nos économies pour investir dans la start-up de son ami? C'était censé être une affaire sûre, mais l'entreprise a fait faillite le mois dernier. Je fermai les yeux. Combien d'argent? La majeure partie, admit-il doucement. Environ 40 000 €. Et maintenant, nous ne pouvons pas payer l'hypothèque. Et la compagnie de croisière veut le paiement pour la réservation. Ajoutai-je, les pièces du puzzle s'assemblant. Comment savais-tu? Pour ça? J'ignorais sa question. C'est donc pour ça que tu as appelé. Pas parce que je te manquais. Pas parce que tu regrettais comment tu m'as traité. Tu avais encore besoin d'argent. Maman, s'il te plaît, nous sommes une famille. Je sais qu'on a tout gâché, mais on est désespérés. La banque parle de saisie. Et si on ne peut pas payer cette croisière, Léa va me quitter. Elle dit qu'elle ne peut pas être mariée à un échec financier. L'ancienne Hélène se serait sentie coupable. L'ancienne Hélène se serait précipitée pour résoudre leurs problèmes, aurait sacrifié sa propre sécurité pour les renflouer une fois de plus. Mais je n'étais plus l'ancienne Hélène. Adrien, je veux que tu m'écoutes très attentivement, dis-je. Je ne vais pas te donner d'argent. Ni pour ton hypothèque, ni pour ta croisière, ni pour quoi que ce soit. Maman, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Toi et Léa avez dépensé vos économies dans un investissement risqué sans consulter Perse. Vous avez pris de mauvaises décisions financières. Et maintenant, vous voulez que j'en assume les conséquences. Mais tu as l'argent. Je sais que tu l'as.
La façon dont je dépense mon argent ne te concerne plus. Tu as été très clair à ce sujet quand tu m'as mise à la porte de ta maison. On ne t'a pas mise à la porte. On t'a juste demandé de contribuer davantage au ménage. Vous avez exigé 50 000 €, puis vous m'avez agressé quand j'ai refusé. Ne réécrivons pas l'histoire, Adrien. Le silence s'étira entre nous. Finalement, il parle de nouveau. Sa voix différente maintenant, plus dure. Très bien, mais ne viens pas pleurer chez nous quand tu seras vieille et malade et que tu auras besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi. Parce qu'après ça, tu es toute seule. La menace aurait pu fonctionner sur l'ancienne Hélène, mais la nouvelle moi se contenta de sourire. Je suis déjà toute seule, Adrien, et je me débrouille très bien. Je raccrochai avant qu'il ne puisse se répondre. Ce soir-là, j'ai raconté à Jacques l'appel d'Adrien pendant le dîner, et il a écouté avec une expression sombre. « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» demanda-t-il alors que nous partagions une bouteille de vin. « Soulagé, en fait, dis-je, me surprenant par mon honnêteté. Pendant des années, j'ai attendu qu'il apprécie ce que je faisais pour lui. Je n'arrêtais pas de penser que si je donnais assez, si je sacrifiais assez, il finirait par me voir comme plus qu'une simple source d'argent. Et maintenant, je sais que ça n'allait jamais arriver. Il ne me voit pas comme sa mère. Il me voit comme son plan de secours. » Jacques tendit la main à travers la table et prit la mienne. « Je suis fier de toi. » Ces simples mots signifiaient plus pour moi que n'importe quel grand geste. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait été fier de moi? Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait vu ma force au lieu de simplement mon utilité? Il y a autre chose, dit It, Jacques, son pouce traçant des motifs sur mes articulations. J'ai reçu un appel aujourd'hui de notre service de réservation. Quelqu'un a fait une réservation sur l'Étoile des Mers pour la croisière des Caraïbes du mois prochain. Un certain Monsieur et Madame Adrien Dubois. Mon cœur s'arrêta. Ils ont réservé la croisière même sans mon argent? Apparemment, ils ont trouvé l'argent quelque part. Carte de crédit, probablement. Je le fixais, traitant cette information. Ils vont être sur ton navire. Sur notre navire, corrigea-t-il doucement. La question est, que veux-tu faire à ce sujet? J'y ai réfléchi un long moment. Adrien et Léa monteraient à bord de ce navire en s'attendant à des vacances de luxe, probablement payées avec de l'argent emprunté. Ils n'avaient aucun moyen réaliste de rembourser. Ils se pavaneraient sur les ponts, prendraient des selfies au bord de la piscine, se plaindraient du service si leur serviette n'était pas assez moelleuse, et ils n'auraient aucune idée que la femme qu'ils avaient rejetée, la mère qu'ils avaient utilisée et jetée, était maintenant copropriétaire de l'entreprise même qui leur fournissait leurs vacances. « Je veux être là, » dis-je finalement. Pas pour causer des problèmes, pas pour les confronter. Je veux juste voir qui j'étais vraiment pour eux, maintenant que je sais qui je suis vraiment pour moi-même. Jacques hocha lentement la tête. L'Étoile des Mers lance un nouveau programme de service à la clientèle le mois prochain. Ce serait l'occasion parfaite pour la nouvelle vice-présidente des services à la clientèle d'être à bord pour observer les opérations de première main. Vice-présidente des services à la clientèle? Je haussai un sourcil. Avec effet immédiat, dit Jacques avec un sourire. C'est-à-dire, si le poste vous intéresse. Je regardais autour du restaurant les autres convives profitant de leur soirée. Les lumières du port scintillant à travers les fenêtres. Il y a 6 semaines, je dormais dans ma voiture, rejetée et seule. Maintenant, j'étais propriétaire d'une entreprise, vice-présidente, une femme avec des choix, du pouvoir et un avenir. Je suis très intéressée, dis-je. Jacques leva son verre de vin. À de nouveaux départs. À de nouveaux départs, acquiesçai-je, trinquant avec lui. Mais pendant que nous buvions, je pensais déjà à la croisière, à Adrien et Léa montant sur notre navire,
croyant toujours que j'étais la femme faible et désespérée qu'ils avaient malmenée. Ils n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'embarquaient. Et j'avais l'intention de garder cela secret. Du moins pour un certain temps. Pour la première fois de ma vie, je n'allais pas être la victime de l'histoire de quelqu'un d'autre. J'allais être l'auteur de la mienne. Le matin de l'embarquement, je me tenais sur la passerelle de l'Étoile des mers, observant les passagers affluer par les passerelles. Le chaos organisé de l'embarquement d'un navire de croisière était quelque chose que j'avais appris à apprécier au cours du mois dernier. 1500 personnes, toutes excitées pour leurs vacances, s'attendant toutes à ce que tout se passe parfaitement. Je vivais à bord du navire depuis 2 semaines maintenant, apprenant chaque détail des opérations de l'intérieur. Ma cabine était sur le même pont que celle de Jacques, reliée par un couloir privé dont nous n'avions pas discuté, mais que nous apprécions tous les deux. Notre relation s'était approfondie naturellement pendant ces semaines en mer, comme si nous reprenions une conversation qui avait été interrompue il y a 40 ans. « Là » dit Jacques en désignant un couple qui montait la passerelle B. « Votre fils et votre belle-fille. » Mon estomac se noua en apercevant Adrien et Léa. Même de cette distance, je pouvais voir les bagages de marque de Léa. Ses cheveux soigneusement coiffés, la façon dont elle faisait des gestes impérieux aux porteurs qui s'occupèrent de leurs sacs. Adrien marchait derrière elle, l'air plus vieux que ses 37 ans. Les épaules affaissées, avec ce que je reconnaissais maintenant, comme la posture d'un homme essayant constamment de plaire à quelqu'un qui ne pouvait être satisfait. Ils ressemblent exactement à ce que j'attendais, murmura Jacques. Je lui avais montré des photos de mon téléphone, les quelques photos de famille que j'avais encore. Il les avait étudiées avec l'intensité d'un stratège militaire, ce qui n'était pas loin de la vérité. Nous avions planifié cette journée avec soin. « Souvenez-vous » dit-il en se tournant vers moi. « Vous êtes maintenant Hélène Garnier, vice-présidente des services à la clientèle. Pour autant que l'on sache, vous effectuez des observations de routine des procédures d'embarquement. Hélène Garnier. » J'avais commencé à utiliser ce nom 1 semaine auparavant, après que Jacques l'eut proposé. Pour des raisons professionnelles, avait-il dit, bien que nous sachions tous les deux que cela signifiait plus que cela. Le nom M et semblait une armure, protégeant la nouvelle femme que j'étais devenue des anciennes blessures que l'ancienne Hélène portait. Je descendis sur le pont principal, vêtu de mon blazer bleu marine impeccable avec le logo de Garnier Maritime, mon badge de personnel bien visible. Je me suis positionnée près du bureau des services à la clientèle, examinant ostensiblement les procédures d'enregistrement, mais attendant en réalité le moment que je redoutais et anticipais depuis des semaines. Il fallut 1 heure avant que je ne les voie. Léa arriva la première, bien sûr, traversant l'atrium comme si l'endroit lui appartenait. Elle portait une robe d'été blanche qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 1 mois. Et son nouveau bracelet en diamant captait la lumière du lustre en cristal au-dessus. Adrien suivait, regardant autour de lui avec l'expression ébahie de quelqu'un qui n'avait jamais été sur un navire de croisière auparavant. Malgré tout, je ressentis une pointe d'affecti en maternelle. Il avait toujours eu cette même expression enfant, lorsque nous allions quelque part de spécial, au zoo, à la fête foraine. N'importe où, son père ne l'avait jamais emmené. Ils s'approchèrent du bureau des services à la clientèle, avec une plainte déjà en formation sur les lèvres de Léa. « Excusez-moi » dit-elle à Maria, notre responsable des services à la clientèle. « Mais il semble y avoir une erreur avec l'attribution de notre cabine. Nous avons réservé une suite avec balcon, mais on nous place dans une minuscule chambre intérieure. » Maria vérifia son ordinateur avec la patience de quelqu'un qui avait l'habitude de traiter avec des passagers exigeants. « Je vous vois dans la cabine 4127,
qui est en effet une cabine intérieure, correspondant à votre confirmation de réservation. C'est impossible? Lança Léa. J'ai spécifiquement demandé une suite avec balcon. Je comprends votre frustration, madame. Laissez-moi voir quel surclassement pourrait être disponible. Les doigts de Maria volèrent sur son clavier. J'ai quelques cabines avec balcon disponibles, mais il y aurait des frais de surclassement de 800 € par nuit. Pour une croisière de 7 nuits, cela ferait 5 600 €. Nous la prenons, dit Léa immédiatement. Adrien l'interrompit, la voix tendue. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Léa se retourna pour le foudroyer du regard. Ne me mets pas dans l'embarras, Adrien. Léa, nous avons déjà atteint le plafond de nos cartes de crédit juste pour payer ce voyage. Nous ne pouvons pas. Alors, débrouille-toi, siffla-t-elle assez bas pour qu'elle pense que seul lui pouvait l'entendre. Je ne vais pas passer ma croisière d'anniversaire dans un placard sans fenêtre. C'était ma chance. Je m'avançai, mon sourire professionnel en place. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Y a-t-il un problème que je peux aider à résoudre? Maria parut soulagée de me voir. Madame Garnier, ses clients espèrent lasser leur cabine. Léa se tourna vers moi et pendant un instant, je pensais qu'elle pourrait me reconnaître. Mais ses yeux passèrent sur moi sans un frémissement de reconnaissance. Pour elle, j'étais juste une autre employée de service. Enfin, quelqu'un qui pourrait être utile, dit Léa avec un soulagement exagéré. Cette jeune femme semble penser que nous ne pouvons pas nous permettre un simple surclassement de cabine. Je la regardais fixement. Cette femme qui m'avait giflé, mise à la porte de ma maison, tentait de voler les économies de toute ma vie. Elle me regardait avec attente, attendant que je résolve son problème, tout comme elle s'était toujours attendue à ce que je résolve ses problèmes. Je suis Hélène Garnier, vice-présidente des services à la clientèle, dis-je en tendant la main. Et vous êtes? Léa Dubois, dit-elle, me serrant la main avec la poignée molle de quelqu'un qui considérait les poignées de main comme indignes d'elle. Et voici mon mari, Adri, N. Nous célébrons notre anniversaire, et nous avons vraiment besoin d'une cabine avec balcon. Bien sûr, dis-je doucement. Laissez-moi voir ce que je peux faire pour vous. Je passai derrière le bureau et fis semblant d'examiner leur réservation sur l'ordinateur. Adrien se tenait légèrement derrière Léa. Et quand nos yeux se sont rencontrés, j'ai vu une lueur de quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance. Mais elle est passée si vite que je ne pouvais pas en être sûre. Je vois le problème, dis-je après un moment. Votre réservation initiale a été faite assez récemment, donc la plupart de nos cabines premium sont déjà occupées. Récemment? La voix de Léa monta. Nous avons réservé il y a des mois. Je penchai la tête, regardant l'écran. Selon nos dossiers, cette réservation a été faite il y a 6 semaines et payée avec une carte de crédit qui a été refusée 2 fois avant que le paiement ne soit accepté. Le visage d'Adrien devint rouge. Il y a eu une erreur de traitement avec notre banque. Bien sûr, dis-je agréablement. Ces choses arrivent. Je pouvais sentir la dynamique du pouvoir dans cette conversation et c'était enivrant. Pour la première fois dans ma relation avec ces gens, je tenais toutes les cartes. Ils avaient besoin de quelque chose de moi et je pouvais choisir de le leur donner ou non. J'ai une option, dis-je finalement. Il y a une suite avec balcon qui vient de se libérer en raison d'une annulation de dernière minute. Les frais de surclassement seraient offerts en cadeau d'anniversaire de la part de Garnier Maritime. Les yeux de Léa s'illuminèrent. Vraiment? C'est merveilleux. Il y a une petite condition.
continuai-je. La suite est dotée d'un service de conciergerie dédié, ce qui signifie que vous travaillerez directement avec moi tout au long de votre croisière pour vous assurer que tout répond à nos normes les plus élevées. Cela semble parfait, s'enthousiasma Léa. Nous apprécions un excellent service. Je souris. Excellent. Maria va vous donner vos nouvelles clés de cabine. La suite se trouve sur le pont 12 et je crois que vous la trouverez plus qu'adéquate pour votre célébration d'anniversaire. Pendant que Maria traitait le changement de cabine, Léa se pencha vers moi. « Entre vous et moi », dit-elle dans un murmure conspirateur. C'est tellement rafraîchissant de traiter avec une direction compétente au lieu de ces employés débutants qui ne comprennent rien au service client. Je maintins mon sourire professionnel. Je comprends tout à fait. Un bon service consiste à reconnaître ce que les gens méritent vraiment. 20 minutes plus tard, je les regardais se diriger vers les ascenseurs. Léa flottait pratiquement de satisfaction d'avoir obtenu ce qu'elle voulait. Adrien se retourna une fois et de nouveau. Je saisis cette lueur de quelque chose dans son expression, mais il ne dit rien, suivant simplement sa femme comme il le faisait depuis des années. Je retournai sur la passerelle où Jacques attendait, avec un sourire entendu. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il. « Ils n'ont aucune idée de qui je suis, » dis-je, ressentant un mélange complexe d'émotions. Soulagement, satisfaction, mais aussi une profonde tristesse que mon propre fils n'ait pas reconnu sa mère. Bien que je pense qu'Adrien a eu un moment de déjà-vu. « Ça va ?» L'inquiétude de Jacques était sincère. J'y ai réfléchi. Je crois que oui. C'est étrange de les voir comme ça. Ils sont exactement ceux que j'ai toujours su qu'ils étaient. Mais d'une certaine manière, c'est différent quand on ne dépend plus d'eux pour quoi que ce soit. Jacques hocha la tête. Le pouvoir change la perspective. Ils sont maintenant dans la suite Aurore, dis-je, celle avec les caméras. Nous avions choisi cette suite spécifiquement. Dans le cadre de notre programme de formation des services à la clientèle, plusieurs cabines étaient équipées de caméras discrètes et pour surveiller les normes de nettoyage et la satisfaction des clients. Tout était parfaitement légal et divulgué dans les petits caractères du contrat de croisière, bien que la plupart des clients ne prenaient jamais la peine de le lire. « Et ils ont un service de conciergerie dédié ?» ajoutai-je avec un petit sourire. « Avec moi comme concierge. » Les yeux de Jacques pétillèrent. Ils vont recevoir exactement le niveau de service qu'ils méritent. La corne du navire retentit, signalant notre départ. Je regardais l'équipe du quai se préparer à larguer les amarres qui nous retenaient à terre. Bientôt, nous serions en mer, une ville flottante avec 1500 passagers et 600 membres d'équipage, tous sous le commandement de Jacques. Et quelque part, en dessous de nous, dans leur suite surclassée, Adrien et Léa commandaient probablement déjà le service en chambre et planifiaient leur soirée, ignorant béatement que la femme qu'ils avaient rejetée était maintenant aux commandes de chaque aspe. 7 de leur expérience de vacances. L'ancienne Hélène se serait sentie coupable de la tromperie. L'ancienne Hélène se serait révélée immédiatement, aurait tenté de se réconcilier, se serait pliée en 4 pour les rendre heureux. Mais je n'étais plus l'ancienne Hélène. J'étais Hélène Garnier, vice-présidente des services à la clientèle, copropriétaire de ce navire et de cette compagnie, partenaire d'un homme qui me valorisait pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais fournir. Demain soir, c'était le spectacle de Bienvenue à bord, où Jacques présentait traditionnellement le personnel clé aux passagers. C'était une chance pour tout le monde de rencontrer les personnes qui prendraient soin d'eux pendant leur croisière. J'attendais avec impatience cette présentation. « À quoi pensez-vous » dit Jacques, venant se tenir à côté de moi aux fenêtres de la passerelle. « Je pense à demain soir, dis-je, au moment où ils réaliseront qui je suis vraiment.
Et comment cela vous fait-il sentir? J'ai considéré la question sérieusement. Libre? Dis-je finalement. Pour la première fois de ma vie, complètement libre. L'étoile des mers s'éloigna du quai, nous emportant tous vers ce qui nous attendait en haute mer. Mais je n'avais plus peur de l'incertitude. J'avais appris que parfois, l'inconnu était exactement là où il fallait être. Derrière nous, le port devenait de plus en plus petit, jusqu'à n'être plus qu'un souvenir à l'horizon. Devant nous s'étendaient 7 jours en mer. 7 jours pendant lesquels Adrien et Léa découvriraient lentement que leurs actions avaient des conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées. Je ne prévoyais pas de vengeance. Je prévoyais simplement de leur faire vivre la même réalité que celle que j'avais vécue pendant des années. Un monde où il fallait mériter le respect plutôt que de l'exiger. Où votre valeur était mesurée par votre caractère plutôt que par vos relations. Ça allait être une croisière intéressante. Je vais écrire la dernière partie de votre histoire en amenant tout à une conclusion satisfaisante avec les moments climatiques restants et la résolution. Les 3 premiers jours de la croisière se sont déroulés comme une danse soigneusement chorégraphiée. En tant que leur concierge dédié, je suivais chaque mouvement d'Adrien et Léa tout en maintenant ma distance professionnelle. Ils me traitaient exactement comme je m'y attendais, comme une employée engagée uniquement pour satisfaire leurs demandes. « Hélène » disait Léa en claquant des doigts quand elle voulait mon attention. « Les serviettes dans notre salle de bain ne sont pas assez moelleuses. Réglez ça. »« Bien sûr, Madame Dubois, » répondais-je avec une politesse parfaite. « Je vais demander au service d'étage de s'en occuper immédiatement. » Adrien reconnaissait à peine ma présence, ce qui n'aurait pas dû me surprendre, mais me piquait quand même. C'était l'enfant que j'avais élevé seul. Le garçon pour lequel j'avais cumulé 3 ans. Ploie. Et il me regardait comme si j'étais invisible. Grâce au système de surveillance discret, Jacques et moi observions leurs moments privés. Les disputes étaient constantes et brutales. Léa réprimandait Adrien pour tout. Ses vêtements, sa conversation, son incapacité à fournir le style de vie qu'elle estimait mériter. « Je n'arrive pas à croire que j'ai épousé un tel raté, » dit-elle le 2e soir, sa voix acérée de mépris alors qu'il s'habillait pour le dîner. « Ta mère avait raison sur une chose, tu es une déception. » Adrien tressaillit à ces mots. « Léa, s'il te plaît, nous sommes censés célébrer notre anniversaire. » Célébrer quoi? 5 ans de médiocrité. 5 ans à prétendre que tu es quelque chose que tu n'es pas. Elle se détourna du miroir où elle appliquait du rouge à lèvres. Au moins, quand ta mère nous finançait, nous pouvions maintenir une certaine dignité. Elle reviendra sur sa décision, dit Adrien faiblement. Elle le fait toujours. Non, elle ne le fera pas. Elle est devenue égoïste avec l'âge. Typique. Léa prit son sac à main. Bon, au moins cette croisière est payée. Après ça, nous allons devoir faire de sérieux changements. J'ai regardé cet échange depuis le bureau de la sécurité, Jacques à mes côtés. Il me serra doucement l'épaule. « Tu penses toujours que tu as fait le mauvais choix ?» demanda-t-il. Je secouai la tête. La femme sur cet écran n'était pas quelqu'un que j'avais vraiment connu. J'avais eu des aperçus de sa cruauté, mais j'avais toujours trouvé des excuses, toujours blâmé le stress ou les circonstances. Maintenant, je voyais sa vraie nature, et elle était plus laide que je ne l'avais imaginée. Le 3e jour apporta l'incident qui allait tout changer. J'étais dans la salle à manger, observant le service du déjeuner, quand j'entendis des voix s'élever de l'autre côté de la pièce. Léa était debout à sa table, gesticulant avec colère contre l'une de nos serveuses, une jeune femme nommée Carmen Kiev. Il a conclu son premier contrat de croisière. C'est complètement inacceptable. La voix de Léa porta à travers la salle à manger,
faisant se retourner les autres passagers. J'ai commandé ma salade avec la vinaigrette à part, et vous l'avez apportée déjà assaisonnée. Vous ne comprenez pas le français? Carmen, dont le français était en fait excellent, mais portait un léger accent de ses Philippines natales, s'excusa abondamment. Je suis vraiment désolée, madame. Je peux vous apporter une nouvelle salade tout de suite. Non, ce n'est pas suffisant, lança Léa. Je veux parler à votre responsable. Ce genre d'incompétence est exactement la raison pour laquelle les gens comme vous ne devraient pas travailler dans l'hôtellerie. Les gens comme vous? La phrase me frappa comme un coup physique. J'avais déjà entendu ce ton, dirigé contre moi d'innombrables fois. Mais l'entendre viser Carmen, une jeune femme travailleuse qui envoyait de l'argent chez elle pour soutenir sa famille, et me remplit de rage. Adrien restait silencieux à table, évitant le contact visuel avec quiconque, y compris sa femme. Il était embarrassé par son comportement, mais trop faible pour l'arrêter. Je me dirigeais vers leur table, mon sourire professionnel fermement en place malgré la fureur qui brûlait dans ma poitrine. « Y a-t-il un problème ici ?» demandai-je agréablement. Léa se retourna vivement, le soulagement inondant son visage quand elle me vit. « Hélène, Dieu merci, cette serveuse a complètement gâché ma commande et a ensuite eu l'audace de discuter avec moi. » Je regardais Carmen, qui était au bord des larmes, puis de nouveau Léa. Je suis sûre que ce n'était qu'un simple malentendu. Ces choses arrivent. Non, elles n'arrivent pas quand le personnel est correctement formé, rétorqua Léa. Je veux qu'elle soit renvoyée. La salle à manger était devenue silencieuse autour de nous. D'autres passagers observaient la scène se dérouler. Certains avec désapprobation face au comportement de Léa, d'autres avec la fascination inconfortable que les gens ont pour l'humiliation publique. « Madame Dubois, » dis-je, ma voix toujours parfaitement professionnelle. « Je comprends que vous soyez contrariée. Pourquoi ne sortons-nous pas pour en discuter en privé? » Non, je veux que cela soit résolu ici et maintenant. Cette fille ne mérite pas de travailler sur ce navire. Carmen me regarda avec des yeux suppliants. Je connaissais son histoire. Elle avait 23 ans, subvenait aux besoins de ses parents et de ses 2 jeunes frères et sœurs, restés au pays. Ce travail était tout pour elle. En fait, dis-je, ma voix prenant une légère pointe d'acier. Carmen est l'une de nos meilleures employées. Elle a été reconnue pour son excellence dans le service à la clientèle à plusieurs reprises. Les yeux de Léa se plissèrent. Vous me contredisez? Je fournis des informations exactes sur notre personnel. Je souris, mais il y avait de l'acier dedans maintenant. Peut-être que la confusion est née d'une mauvaise communication concernant votre commande. Il n'y a pas eu de mauvaise communication. Elle est incompétente et vous êtes clairement trop inexpérimenté pour reconnaître un mauvais service quand vous en voyez un. L'insulte flotta dans l'air entre nous, dans la salle à manger. Je pouvais voir d'autres passagers bouger mal à l'aise. C'était le moment vers lequel je m'étais dirigée depuis 3 jours. Le moment où la vraie nature de Léa serait exposée aux yeux de tous. Je vous assure, Madame Dubois, que j'ai une grande expérience des services à la clientèle, dis-je doucement. Plus que vous ne pourriez l'imaginer. Quelque chose dans mon ton a dû pénétrer sa fureur bien pensante, car elle s'arrêta, étudiant mon visage plus attentivement qu'elle ne l'avait fait depuis l'embarquement. « Est-ce que je ne vous connais pas de quelque part ?» demanda-t-elle lentement. Adrien leva les yeux pour la première fois depuis le début de la dispute. Ses yeux rencontrèrent les miens, et je vis la reconnaissance poindre en eux comme un lever de soleil. Son visage devint blanc. « Maman » murmura-t-il. Le mot tomba dans la salle à manger silencieuse, comme une pierre dans une eau calme. Léa se tourna pour regarder Adrien, puis de nouveau vers moi, sa bouche s'ouvrant
et se fermant sans un son. « Bonjour, Adrien, dis-je calmement. « Bonjour, Léa. » Le visage de Léa passa par une douzaine d'émotions. Choc, confusion, colère et enfin humiliation, alors qu'elle réalisait que tout le monde dans la salle à manger avait entendu Adrien m'appeler « maman ». « Vous… » commença-t-elle, puis s'arrêta, son cerveau luttant clairement pour traiter la situation. « Vous êtes censé être sans abri, démunis, nous suppliant de vous reprendre ?» terminai-je pour elle. Je l'ai été pendant environ 4 jours. Puis j'ai trouvé quelque chose de mieux. Adrien me regardait comme si j'étais un fantôme. « Comment es-tu ici? Comment es-tu sur ce navire? »« Je travaille ici, » dis-je simplement. « Enfin, en fait, j'en possède une partie. » La déclaration les frappa comme un coup physique. Léa chancela même en arrière, sa main cherchant le dossier de sa chaise pour se soutenir. « C'est impossible, » souffla-t-elle. « Vraiment ? » Je regardais autour de moi dans la salle à manger les passagers qui nous fixaient maintenant ouvertement, et Carmen qui regardait avec de grands yeux. « Mesdames et messieurs, je m'excuse pour la perturbation de votre repas. Parfois, les dynamiques familiales peuvent être compliquées. » Je me retournai vers Léa, qui me regardait toujours bouche bée comme un poisson hors de l'eau. « Quant à votre plainte concernant le service, je ne manquerai pas de noter dans votre dossier que vous avez tenté de faire renvoyer l'un de nos meilleurs membres du personnel pour vous avoir apporté exactement ce que vous aviez commandé. » Carmen hocha la tête, toujours confuse, mais soulagée de ne pas être en difficulté. « Mainte. Non, » continuai-je en regardant Adrien et Léa. « Je crois que vous profitiez de votre croisière d'anniversaire. S'il vous plaît, ne me laissez pas vous interrompre. Nous aurons tout le temps de rattraper le temps perdu plus tard. » Je commençais à m'éloigner, mais la voix de Léa m'arrêta. « Attendez !» Sa voix était stridente de panique. « Vous ne pouvez pas juste… Nous devons parler. » Je me retournai, mon expression poliment interrogative. « À propos de quoi ? » ?»« À propos de tout. De ce qui s'est passé. Du malentendu. » »« Il n'y a pas eu de malentendu, Léa. Vous avez été très claire sur vos sentiments à mon égard. » Je fis un geste vers la salle à manger élégante. Comme vous pouvez le voir, j'ai tourné la page. Adrien trouva enfin sa voix. « Maman, s'il te plaît, pouvons-nous aller quelque part en privé pour parler ?» Pendant un instant, en regardant le visage pâle et désespéré de mon fils, je ressentis l'ancienne impulsion de le réconforter, de tout arranger. Mais cette impulsion était plus faible maintenant, tempérée par la connaissance de ce qu'il demandait vraiment. « Nous aurons le temps de parler demain soir, » dis-je. « Au spectacle de Bienvenue à bord. Je serai sur scène avec les autres membres de la direction. » Les pleines implications de cette déclaration les frappèrent tous les deux, simultanément. Le visage de Léa devint gris cendre alors qu'elle réalisait que je ne serais pas seulement présentée comme membre du personnel, mais comme copropriétaire. « Oh mon Dieu !» murmura Adrien. « Qu'avons-nous fait ?» Je le regardais un long moment. Cet homme qui m'avait mise à la porte de sa maison, qui avait choisi la cruauté de sa femme plutôt que l'amour de sa mère, qui ne m'avait vue que comme une source d'argent. « Vous avez eu exactement ce que vous vouliez ?» dis-je doucement. « Une vie sans moi. » Puis, je suis partie, les laissant assis dans leur salle à manger de luxe, entourés par les chuchotements des autres passagers qui avaient été témoins, de leur humiliation publique. En retournant dans les zones réservées au personnel, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le secret était révélé. La comédie était terminée. Demain soir, quand Jacques me présenterait à tout le navire comme sa partenaire en affaires et la femme qu'il aimait, Adrien et Léa comprendraient toute l'étendue de ce qu'ils avaient perdu. Mais plus important encore,
Je serais enfin libérée des dernières chaînes qui me liaient à une famille qui ne m'avait jamais vraiment valorisée. L'ancienne Hélène se serait sentie coupable de leur embarras. La nouvelle Hélène, Hélène Garnier, ne ressentait que la douce satisfaction de la justice enfin rendue. Ce soir-là, Jacques et moi avons dîné dans sa salle à manger privée. Je lui ai raconté la confrontation au restaurant et il a écouté avec un mélange d'inquiétude et de fierté. « Es-tu prête pour la suite ?» demanda-t-il en remplissant mon verre de vin. « Ils ne vont pas simplement accepter ça. Tu sais, surtout Léa. » « Je sais. » Je pris une gorgée de vin, me sentant étrangement calme. « Mais que peuvent-ils faire ? Ils n'ont plus aucun pouvoir sur moi, ni financièrement, ni émotionnellement. » Jacques tendit la main à travers la table et prit la mienne. « C'est ça qui m'inquiète. Les gens qui sont habitués à avoir du pouvoir ne l'abandonnent pas avec grâce. » Sa prédiction se vérifia plus tôt que nous ne l'attendions. Alors que nous terminions le dessert, on frappa de toute urgence à la porte. C'était Maria des services à la clientèle, l'air affligé. « Je suis tellement désolée de vous interrompre, capitaine, Madame Garnier, mais il y a une situation avec les Dubois. Ils exigent d'être débarqués au prochain port. Ils disent qu'ils refusent de rester sur un navire où ils sont pris en otage pour une humiliation publique. » Jacques et moi avons échangé un regard. « Le prochain port n'est que demain après-midi, » dit-il. « Dites-leur que nous organiserons leur transport une fois à quai. »« Je l'ai déjà fait, monsieur. Mais Madame Dubois menace de contacter les autorités maritimes et de prétendre que nous les détenons contre leur gré. Elle dit que son père est un avocat spécialisé dans les litiges contre les compagnies de croisière. » J'ai failli rire. Le père de Léa était professeur d'EPS au lycée. Le mensonge était si typique d'elle, créant des relations fictives pour intimider les gens. « Je m'en occupe, » dis-je en me levant. « Où sont-ils maintenant ? » « Dans le salon des étoiles, madame, et ils font toute une scène. » Je me tournai vers Jacques. « Je crois qu'il est temps d'avoir cette conversation privée, après tout. »« Tu veux que je vienne avec toi ? » demanda-t-il. Je secouai la tête. « C'est quelque chose que je dois faire seule. » Le salon des étoiles était l'un des espaces les plus élégants du navire, avec des baies vitrées qui offraient normalement une vue spectaculaire sur la mer nocturne. Mais maintenant, la vue était obscurcie par une tempête qui se préparait à l'intérieur. En approchant, j'entendais la voix de Léa, élevée à ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle voulait s'assurer que tout le monde savait qu'elle était contrariée. « C'est absolument inacceptable. Savez-vous qui je suis ? Savez-vous qui est mon père ? » Je suis entrée discrètement, restant à l'arrière de la salle un instant pour observer. Léa se tenait au centre du salon, gesticulant sauvagement vers le responsable du salon. Adrien était assis à proximité, l'air misérable, la tête dans les mains. Une petite foule de passagers s'était rassemblée, certains filmant ouvertement la confrontation sur leur téléphone. « Madame Dubois, » dis-je en m'avançant, « peut-être pourrions-nous continuer cette discussion dans un endroit plus privé. » Elle se retourna vivement, le visage tordu de rage. « Vous ! C'est de votre faute. Vous avez tout manigancé pour nous humilier. » « Je n'ai rien fait de tel. Vous avez réservé cette croisière. Il se trouve que je travaille pour la compagnie qui la possède. »« Travailler pour ?» ricana-t-elle. « S'il vous plaît, vous vous attendez à ce que nous croyions que vous possédez soudainement une partie d'une ligne de croisière ? Vous viviez chez nous il y a 2 mois, nous suppliant de ne pas vous mettre à la porte. » Je haussai un sourcil. Ce n'est pas exactement comme ça que je m'en souviens. Mais oui, je suis maintenant copropriétaire de Garnier Maritime. La vie prend parfois des tournants inattendus. « C'est ridicule, » siffla Léa. « Adrien, dis-lui. Dis-lui que c'est juste un mensonge élaboré pour se venger de nous. » Adrien leva la tête et la défaite dans ses yeux me dit qu'il connaissait déjà la vérité. « Ce n'est pas un mensonge, Léa. Regarde autour de toi.
Regarde-la. Ma mère ne ment pas. Alors c'est une arnaque, insista Léa. Elle s'est frayé un chemin jusqu'à ce poste par la ruse. Il n'y a aucun moyen qu'elle ait pu se permettre d'acheter des parts dans une entreprise homme celle-ci, avec les 50 000 € que vous m'avez demandés, dis-je doucement. L'argent que vous avez qualifié de maigre. C'est exactement ce que j'ai utilisé pour acheter ma participation. La bouche de Léa s'ouvrit et se ferma. Aucun son ne sortit. Pour une fois, elle était sans voix. Maintenant, continuai-je, je comprends que vous souhaitiez débarquer à notre prochain port. Nous serons heureux de l'organiser. Mais la scène que vous créez dérange nos autres invités. Je vous suggère donc de retourner à votre cabine et nous pourrons discuter des détails en privé. Je n'irai nulle part avec vous, cracha Léa. Vous avez tout planifié pour nous humilier. En fait, je n'avais aucune idée que vous seriez sur cette croisière avant que vous ne la réserviez. Une étrange coïncidence, ne trouvez-vous pas? Presque comme si l'univers avait le sens de l'humour. Adrien se leva soudainement. Pouvons-nous, s'il vous plaît, aller quelque part pour parler, tous les trois? Quelque chose dans sa voix, un désespoir que je reconnus de son enfance, me fit hocher la tête. Mon bureau, dans 5 minutes. En m'éloignant, j'entendis Léa siffler à Adrien. Qu'est-ce que tu fais? Nous ne pouvons pas lui parler. Nous devons descendre de ce navire. Et aller où? La voix d'Adrien était inhabituellement ferme. Nous sommes au milieu de l'océan, Léa. Et au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, ma mère est maintenant aux commandes. 5 minutes plus tard, Adrien frappa à la porte de mon bureau. À ma surprise, il était seul. « Où est Léa ?» demandai-je alors qu'il entrait. « Elle a une crise de nerfs dans notre cabine. » Il ferma la porte derrière lui et se tint maladroitement, regardant autour de lui le bureau élégant avec son bureau en acajou et ses fauteuils en cuir. « C'est vraiment à toi ?» Ça l'est vraiment. Je lui fis signe de s'asseoir. Vice-présidente des services à la clientèle, participation de 25%. Il s'assit lourdement, passant et main dans ses cheveux. « Je ne comprends pas, maman. Comment est-ce arrivé? Comment es-tu passé de dormir dans ta voiture à ça? » La vie est pleine de secondes chances inattendues, Adrien. J'ai eu la chance d'en reconnaître une quand elle s'est présentée. Le capitaine, c'est ton patron? Jacques, c'est mon partenaire, en affaires. Et j'hésitais, puis décidai d'être complètement honnête. Dans la vie. Les yeux d'Adrien s'écarquillèrent. Tu sors avec le capitaine de la ligne de croisière? Je construis une vie avec l'homme qui a vu ma valeur quand ma propre famille ne le pouvait pas. Les mots flottaient dans l'air entre nous, lourds de toutes les choses que nous ne nous étions jamais dites. Adrien baissa les yeux sur ses mains. Je méritais ça, dit-il doucement. Oui, tu le méritais. Je ne sais pas quoi dire, maman. Désolé semble si inadéquat. Ça l'est. Il leva les yeux, surpris par ma franchise. Que veux-tu que je dise? Que puis-je faire pour arranger ça? J'étudiais le visage de mon fils, voyant pour la première fois le petit garçon perdu derrière les traits de l'homme. L'enfant qui ne s'était jamais vraiment remis de l'abandon de son père, le garçon qui avait toujours cherché l'approbation des mauvaises personnes. « Pourquoi l'as-tu fait, Adrien ?» demandai-je doucement. « Pourquoi l'as-tu laissé me traiter de cette façon? Pourquoi t'y es-tu mis aussi ?» Il resta silencieux un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Parce que j'avais peur. Peur de quoi? D'être comme papa. D'être le genre d'homme qui ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille. Il leva les yeux,
ses propres yeux humides de larmes non versées. Tu as travaillé si dur quand j'étais petit. 3 emplois parfois, toujours fatiguée, toujours inquiète pour l'argent. Je m'étais juré de ne jamais faire subir ça à une femme que j'aimais. Alors tu as épousé Léa? Dis-je, la compréhension se fise en jour. Sa famille avait de l'argent, des relations. Elle m'a fait sentir que je pouvais être quelqu'un d'important. Et pendant un moment, ça a marché. J'ai eu la promotion, la maison, le style de vie qu'elle voulait. Il secoua la tête. Mais ce n'était jamais assez. Il y avait toujours quelque chose de plus dont nous avions besoin, quelque chose de mieux que nous méritions. Et je suis devenue la solution facile, finis-je pour lui. Le distributeur automatique de billets qui vous renflouerait chaque fois que les attentes de Léa dépassaient vos moyens. Je ne le voyais pas comme ça au début, admit-il. Je me disais que nous te donnions un foyer, que nous prenions soin de toi à ta retraite. Mais ensuite, Léa a montré son vrai visage. Il hocha la tête misérablement. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, j'étais piégée. La maison que nous ne pouvions pas nous permettre, les voitures, les vacances. Nous étions noyés sous les dettes. Et Léa continuait de dépenser comme si de rien n'était. Et tu étais trop fière pour l'admettre. Trop lâche, corrigea-t-il. Comment pouvais-je te dire que j'avais échoué si complètement? Que tous tes sacrifices, toutes ces années de dur labeur pour me donner des opportunités avaient mené à ça? Je ressentis un mélange complexe d'émotions. De la colère encore, oui, mais aussi une tendresse surprenante pour cet homme qui avait été autrefois mon monde entier. Alors, quand Léa a exigé l'argent de la croisière, j'ai suivi. Je me suis convaincue que tu nous le devais, que c'était juste après tout ce que nous avions fait pour toi. Il essuya ses yeux. Mon Dieu, maman, je ne me reconnais même plus. Je tendis la main à travers le bureau et pris la sienne, la première fois que je touchais mon fils en 2 mois. Je ne te reconnais pas non plus, Adrien. Mais peut-être que ce n'est pas entièrement de ta faute. Il me regarda, la confusion dans les yeux. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ces dernières semaines, continuai-je, sur le genre de mère que j'étais, le genre de fils que j'ai élevé, et j'ai réalisé quelque chose. Je t'ai appris que l'amour signifie sacrifice, que l'on prouve sa valeur par ce à quoi on renonce pour les autres. Ce n'est pas... Si, je portais mes sacrifices comme un insigne d'honneur. Regarde tout ce que j'ai abandonné pour toi, Adrien. Regarde comme j'ai travaillé dur. Je ne l'ai jamais voulu, mais je t'ai imposé un fardeau. Le fardeau de faire en sorte que tous ces sacrifices en valent la peine. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage. Je voulais juste te rendre fière. Et j'étais fière. Je suis fière. Pas de l'homme qui a mis sa mère à la porte pour 50 000 €, mais du petit garçon qui laissait des fleurs sauvages sur mon oreiller quand je rentrais épuisée d'une double garde. De l'adolescent qui a appris à cuisiner pour que je n'aie pas à le faire. Du jeune homme qui s'est assis avec moi à l'hôpital quand grand-mère était en train de mourir. J'ai tout gâché, murmura-t-il. Oui, c'est vrai. Je serrai sa main. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Le spectacle de Bienvenue à bord était prévu pour 20 heures dans le théâtre principal. À 19h30, la salle de 1500 places se remplissait déjà de passagers excités pour le divertissement de la soirée. Depuis les coulisses, j'entendais le bourdonnement des conversations, le tintement des verres de champagne, l'énergie d'anticipation qui précédait toujours ces événements. Je me tenais dans les coulisses, vêtue d'une élégante robe de cocktail bleu marine que Jacques m'avait aidé à choisir. Sophistiquée, confiante, belle. La femme dans le miroir ne ressemblait en rien
à la mère brisée et rejetée qui avait dormi dans sa voiture 2 mois auparavant. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait sa place sur cette scène, quelqu'un qui avait gagné sa place dans le monde. « Prête pour ça ?» demanda Jacques en ajustant son uniforme de cérémonie. En tant que capitaine, il ouvrirait le spectacle et présenterait les membres clés du personnel, y compris moi. Plus prête que je ne l'ai jamais été pour quoi que ce soit, répondis-je, et je le pensais. À travers une fente dans le rideau, je pouvais voir Adrien assis seul au 3e rang. Après notre conversation de l'après-midi, il était retourné à sa cabine pour trouver Léa en train de faire leurs valises. Selon le steward de cabine, ils avaient eu une dispute si forte qu'on pouvait l'entendre à 3 portes de là. Léa avait exigé qu'ils partent au prochain port. Adrien avait refusé. La dispute s'était terminée avec Léa sortant en trombe, déclarant qu'elle allait au spa pour réfléchir si ce mariage valait la peine d'être sauvé. Je ressentis une pointe de culpabilité. Je n'avais pas l'intention de me mettre entre eux, malgré tout. Mais d'un autre côté, je n'avais pas créé leur problème. J'avais juste exposé ce qui était déjà là. Les lumières s'éteignent. Nir et Jacques monta sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Il était magnifique dans son uniforme de capitaine, imposant et confiant, alors qu'il souhaitait la bienvenue aux passagers à bord de l'Étoile des mers. « Mesdames et messieurs !» Sa voix portait facilement à travers le théâtre. « Bienvenue à ce qui, je vous le promets, sera une expérience de croisière inoubliable. Ce soir, je veux vous présenter certaines des personnes exceptionnelles qui créent la magie à bord de notre navire. » Il présenta le chef exécutif, le directeur de croisière, le directeur de l'hôtel, chacun recevant des applaudissements chaleureux alors qu'ils prenaient leur moment sous les projecteurs. Je regardais depuis les coulisses, mon cœur battant régulièrement, calmement. C'était mon moment. L'aboutissement de tout ce pourquoi j'avais travaillé. « Et maintenant ?» continua Jacques, sa voix prenant une chaleur particulière. « Je veux vous présenter quelqu'un de très spécial pour notre famille, Gare, Nier Maritime. Veuillez accueillir notre vice-présidente des services à la clientèle et ma partenaire en affaires, Hélène Garnier. » Les applaudissements qui m'accueillirent alors que je montais sur scène étaient chaleureux et sincères. Mais je ne regardais pas le public en général. Je regardais directement Adrien, observant son visage, alors que la pleine réalité de ma transformation le frappait. « Hélène a rejoint notre entreprise il y a 2 mois. » Continua Jacques, sa main trouvant la mienne alors que j'arrivais à ses côtés. Apportant des décennies d'expérience dans l'hôtellerie et une passion pour s'assurer que chaque client se sente valorisé et apprécié. Elle est aussi... Il s'arrêta, serrant ma main. La femme que je vais épouser. La dernière déclaration provoqua une vague de surprise et de joie dans le public. Les passagers adoraient les romances, et l'idée du capitaine trouvant l'amour avec sa partenaire en affaires était exactement le genre d'histoire dont il se souviendrait longtemps après la fin de la croisière. Mais au 3e rang, Adrien avait l'air d'être sur le point d'être malade. Jacques se pencha et m'embrassa doucement. Une douce déclaration publique de son amour et de son engagement. Le public éclata en applaudissements et acclamations enthousiastes. « Nous sommes très excités par notre avenir ensemble, » dis-je dans le microphone, ma voix claire et forte, tant sur le plan personnel que professionnel. Garnier Maritimes est devenue ma maison et je m'engage à faire en sorte que chaque passager ressente le même sentiment d'appartenance et d'appréciation que j'ai trouvé ici. L'ironie de ces mots, prononcés en regardant directement le fils qui m'avait rendu sans abri, ne m'échappa pas, ni à Adrien. Il me fixait, son expression un mélange complexe de honte, de regret et de quelque chose qui aurait pu être de la fierté. Après le spectacle, alors que les passagers se mêlaient dans le hall du théâtre, Adrien se dirigea vers la scène. Je le regardais approcher, notant sa démarche hésitante et incertaine, comme un enfant s'approchant d'un parent après avoir cassé un vase précieux. « Maman », dit-il quand il m'atteignit,
sa voix à peine audible au-dessus du bruit de la foule. Adrien, reconnus-je, gardant un ton neutre. Tu vas vraiment l'épouser? Demanda-t-il, jetant un coup d'œil à Jacques, qui discutait avec un groupe de passagers à proximité. Oui. Il me l'a demandé hier. C'est rapide. Je souris légèrement. Quand on atteint mon âge, Adrien, on réalise que le temps est précieux. Quand on trouve la bonne personne, on ne le gaspille pas. Il hocha la tête, baissant les yeux sur ses chaussures. Léa part au prochain port. Elle dit qu'elle ne peut pas rester un jour de plus sur ce navire. Je suis désolée de l'apprendre. Vraiment? Il leva les yeux, scrutant mon visage. Je suis désolée pour toute la douleur que tu ressens. Précisai-je. Mais non, je ne suis pas désolée qu'elle parte. Hélas. Et n'est pas bonne pour toi, Adrien. Elle ne l'a jamais été. Je sais, admit-il doucement. Je le sais depuis un moment. Je ne voulais juste pas l'admettre. Que vas-tu faire maintenant? Il haussa les épaules, impuissant. Je ne sais pas. La maison va devoir être vendue. La plupart des dettes sont à mon nom. Ça va être difficile. J'étudiais mon fils, le voyant clairement, peut-être pour la première fois. Pas comme le bébé pour lequel j'avais tout sacrifié. Pas comme l'homme qui m'avait trahi. Mais comme un être humain imparfait essayant de trouver son chemin, comme nous tous. Ça ne doit pas forcément l'être, dis-je finalement. L'espoir scintilla dans ses yeux. Que veux-tu dire? Garnier Maritimes est en pleine expansion. Nous ajoutons 2 nouveaux navires l'année prochaine. Nous aurons besoin de quelqu'un pour superviser les systèmes financiers de l'entreprise. Sa bouche s'entr'ouvrit. Maman, je ne peux pas. Je veux dire, après tout... Ce n'est pas de la charité, Adrien, et ce n'est pas du pardon. Du moins, pas encore. C'est une opportunité de faire tes preuves, de me montrer et de te montrer à toi-même quel genre d'homme tu es vraiment. Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Parce que malgré tout, tu es toujours mon fils, et parce que je crois que les gens méritent une seconde chance. Je fis une pause, le regardant droit dans les yeux. Mais une seule. Il n'y en aura pas de troisième. Les larmes montèrent à ses yeux. Je ne mérite pas ça. Non, tu ne le mérites pas. Mais c'est le propre des opportunités, Adrien. Elles se présentent rarement à ceux qui les méritent. Elles se présentent à ceux qui les reconnaissent et sont assez courageux pour les saisir. Jacques nous rejoignit alors, passant un bras protecteur autour de ma taille. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, son ton amical mais avec une pointe indéniable d'autorité. « Oui, » dis-je en me blottissant contre lui. « Jacques, j'aimerais te présenter mon fils, Adrien. Adrien, voici Jacques Garnier, mon fiancé et le meilleur homme que j'ai jamais connu. » Les 2 hommes se serrèrent la main, se jaugeant mutuellement avec la méfiance d'animaux territoriaux. « Je crois comprendre que vous cherchez un responsable des systèmes financiers, » dit Adrien, sa voix plus stable qu'il y a quelques instants. Jacques me jeta un coup d'œil, un sourcil levé. Je hochai légèrement la tête. « C'est exact, » confirma-t-il. « C'est un poste exigeant. De longues heures, une pression élevée, une intégrité absolue requise. » J'ai une solide formation financière, dit Adrien. Et je suis à un point de ma vie où j'ai besoin de tout reconstruire. Vraiment tout, y compris votre relation avec votre mère? Demanda Jacques sans détour. Adrien ne sourcilla pas. Surtout ça, si elle me le permet. Jacques l'étudia un long moment, puis hocha la tête. Nous parlerons demain, 9 heures, dans mon bureau. Ne soyez pas en retard. Je ne le serai pas, merci, monsieur. Aïe. Lors qu'Adrien s'éloignait, Jacques se tourna vers moi. Es-tu sûr de ça?
Non, admis-je. Mais je suis sûre de vouloir lui donner la chance de faire ses preuves. Les yeux de Jacques s'adoucirent. C'est pour ça que je t'aime, Hélène Dubois. Ton cœur est encore plus beau que ton visage. Plus tard cette nuit-là, alors que nous nous tenions sur le balcon privé de Jacques, à regarder le clair de lune sur l'eau, je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis des années, peut-être jamais. « À quoi penses-tu » dit Jacques, m'enlaçant par derrière. « Je pensais juste aux secondes chances, » dis-je en m'adossant à sa poitrine. « Comme elles sont rares, comme elles sont précieuses. » Des regrets à propos d'Adrien ? Non, il a fait ses choix. Maintenant, il doit vivre avec les conséquences. Je me tournai dans les bras de Jacques pour lui faire face. Mais je suis reconnaissante pour ma seconde chance avec toi, avec cette entreprise, avec moi-même. Il sourit. Ce même sourire qui m'avait captivé 40 ans auparavant. Les secondes chances sont surévaluées, dit-il en se penchant pour m'embrasser. Ce que nous avons n'est pas une seconde chance, Hélène. C'est une première chance à quelque chose de entièrement nouveau. Et alors que ses lèvres rencontraient les miennes, je sus qu'il avait raison. Ce n'était pas une reprise ou un nouvel essai. C'était quelque chose de frais et non entaché par le passé. Une page blanche qui attendait que nous écrivions notre histoire ensemble. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et suis allée à la proue du navire pour regarder le lever du soleil. La mer s'étendait à l'infini devant nous, une toile de possibilités. Alors que les premiers rayons de lumière touchèrent l'eau, la transformant en or, en fusion, j'ai pensé au voyage qui m'avait amené ici. Il y a 2 mois, je dormais dans ma voiture, rejetée et seule, me demandant comment ma vie en était arrivée là. Maintenant, je me tenais sur le pont d'un navire de croisière que je possédais en partie, fiancée à un homme qui me valorisait pour exactement qui j'étais, avec un avenir plus brillant que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mon téléphone vibra avec un message texte. C'était d'Adrien. Je suis sur le quai en train de regarder le lever du soleil aussi, en pensant au nouveau départ. Merci pour la chance de regagner ta confiance. Je ne la gaspillerai pas. J'ai répondu par un seul mot. Bien. Ce n'était pas du pardon. Pas encore. Cela prendrait du temps et la preuve d'un réel changement. Mais c'était une ouverture. Une possibilité. L'étoile des mers continuait sa route, m'emportant vers un avenir que j'avais choisi pour moi-même, entouré de personnes qui me valorisaient, pour qui j'étais, plutôt que pour ce que je pouvais fournir. À 62 ans, ma vraie vie commençait enfin. Les vagues s'étendaient devant moi, infinies et magnifiques, chacune représentant une nouvelle possibilité, une nouvelle aventure. Au-delà de l'horizon se ouvrait toute une vie de découverte, et j'avais hâte de voir ce qui allait suivre. Maintenant, je suis curieuse de vous qui avez écouté mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les favorites de la chaîne. Et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ah! Oui,